OK, alors bonjour tout le monde. Cette semaine, on va parler de la PCR. Donc là, c'est vraiment la technique clé pour le cours de biologie moléculaire clinique. C'est la technique de biologie moléculaire. C'est un prix Nobel, c'est vraiment une découverte importante et c'est énormément utilisé en diagnostic médical. Donc, PCR, c'est l'abréviation du terme anglophone, mais on l'utilise quand même comme ça en français, donc ça veut dire Polymerase Chain Reaction. Il existe une traduction libre québécoise qu'on utilise à peu près seulement dans le domaine biomédical, qui est l'abréviation TAAN. Vous allez voir ça des fois sur certaines requêtes ou pour certains tests. C'est vraiment une traduction libre qui veut dire technique d'amplification des acides nucléiques. Donc, c'est vraiment propre au domaine médical. Dans tout le reste des domaines, on utilise tout simplement PCR comme nom pour cette technique-là. Alors, avant de regarder un peu comment fonctionne la PCR, juste quelques petites notions qui sont importantes pour comprendre le concept derrière. Alors, premièrement, l'ADN, bon, il est double brin, naturellement, dans les cellules quand on l'extrait, l'ADN humain du moins. On peut le dénaturer. Et là, j'ai mis en rouge sur fond jaune en bas, là, faire très attention de ne pas confondre dénaturation et dégradation. Okay? Ce n'est pas du tout la même chose. Quand on parle de dénaturer l'ADN, ce qu'on veut dire, c'est qu'on sépare les deux brins d'ADN. On ouvre la double hélice d'ADN pour que ça devienne simple brin. Okay? Donc, dans un tube, c'est très simple, on fait ça avec de la chaleur. La chaleur va défaire les liaisons hydrogènes, donc qui sont symbolisées ici par les petites lignes bleues que j'ai mis. Ici, on voit à gauche là, un double brin d'ADN avec les extrémités 5', 3', qui sont complémentaires et antiparallèles. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Okay? Donc, un double brin d'ADN, tout ce qui est le plus normal. Et en le chauffant, on va dénaturer la molécule, c'est-à-dire qu'on va briser les liaisons hydrogènes. Et puis, bien, les deux brins vont se retrouver à être séparés l'un de l'autre. Donc, à flotter, si on veut, librement, là, sous format simple brin. Donc, ça, c'est la dénaturation de l'ADN par la chaleur. La beauté de ça, c'est qu'on peut, en abaissant la température, revenir à ce qu'on avait avant. Alors, c'est pas séparé de façon permanente, c'est séparé seulement quand la température est élevée. Juste pour préciser qu'on parle de dégradation de l'ADN, okay? Donc ça, on avait vu dans le dernier cours, lorsque l'ARN ou l'ADN est dégradé, ce que ça veut dire, c'est que la molécule a perdu son intégrité, donc a été brisée, segmentée. Ça peut être parce qu'elle a été digérée par des DNase, des RNase, par exemple, ou ça peut être parce que ça a été manipulé de façon trop brusque et mécaniquement, la molécule s'est brisée. Okay? Donc ça, c'est la dégradation ici. Ça fait référence là, ici là, à l'intégrité de l'ADN ou de l'ARN. Quand on dénature par la chaleur, on n'affecte pas l'intégrité de la molécule. On fait juste séparer les deux brins. Naturellement, dans la cellule fait ça grâce à l'hélicase et aux protéines d'ADN monocaténaires qui stabilisent l'ouverture de l'ADN pour la réplication de l'ADN. La technique du PCR, c'est une imitation de la réplication de l'ADN, mais dans un tube. Alors, on va voir dans quelques instants un peu comment on réussit à faire ça artificiellement. On s'est vraiment basé sur ce que la nature fait toute seule par elle-même en répliquant l'ADN. Donc, une fois qu'on a dénaturé l'ADN par la chaleur, on peut, en abaissant la température, recoller ensemble les deux brins d'ADN. C'est ce qu'on appelle l'hybridation. Okay? Donc, l'hybridation, c'est un phénomène, en fait, qui permet à des fragments d'ADN ou d'ARN. Okay? Ça peut être un ou l'autre ou un hybride des deux. Okay? Donc, des fragments simples brins d'ADN ou d'ARN, s'ils sont complémentaires, ça c'est très important, il faut que la séquence soit complémentaire, et si on a les bonnes conditions. Okay? Les bonnes conditions, là, ici, on parle de la température, du pH, okay? Principalement,
On va revenir un petit peu là-dessus quand on va voir les notions d'hybridation avec certains tests diagnostiques qu'on fait avec ce qu'on appelle le Southern Blot. Donc ça, c'est un cours un petit peu plus loin. Donc, si on a des bonnes conditions, bien, les fragments complémentaires vont pouvoir s'hybrider, c'est-à-dire reformer ensemble un double brin. Donc, je donne un exemple ici avec 2 molécules d'ADN simple brin qu'on aurait mis dans un tube. Il y en a une qui est un peu plus longue que l'autre. Okay? Ça symbolise un peu ce qu'on va avoir dans notre PCR, c'est-à-dire des petites amorces puis des très longs fragments d'ADN. Okay? Donc, on met les bonnes conditions et puis les molécules sont capables de former entre elles des liaisons hydrogènes. Donc, c'est ça l'hybridation, et de former un ADN double brin. Okay? Donc, j'ai symbolisé ici là, la partie qui dépasse, si on veut. Il n'y a pas d'ADN complémentaire à cette partie-là. Ça pourrait être la même chose, ce côté-là. Okay? Puis c'est correct. Okay? Mais ce qui peut s'hybrider va s'hybrider. Donc, quand on va faire la PCR, ça va ressembler à ça. On va avoir une plus petite séquence en haut, qui va être l'amorce. Okay, donc, c'est pour symboliser ici là, une plus petite séquence, comme une amorce. En anglais, on appelle ça primer. Okay, c'est la même chose. Amorce, c'est en français. Primer, c'est en anglais. Et puis en bas, ça va être une longue molécule d'ADN. Donc ça va être l'ADN de notre patient, par exemple. Okay, donc, la molécule d'ADN du patient, okay, qui va être très, 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 très longue en comparaison de l'amorce. Okay, mais ils vont pouvoir s'hybrider comme ça. Donc, je vous invite à visionner les 3 vidéos suivantes sur la PCR. Alors, la première vidéo, c'est une vidéo qui va un petit peu vite. Vous aurez probablement besoin de la mettre sur pause. Elle est en anglais, mais elle présente vraiment là, dans les détails, de façon énumérée, tous les ingrédients qu'on retrouve dans un tube de réaction PCR en laboratoire et les différentes étapes du PCR. En regardant cette vidéo-là, essayez de recueillir toute l'information puis de la noter dans les diapos suivantes. Okay. Donc, les ingrédients ici, les étapes ici. Ici, j'ai mis les étapes pour un cycle. Okay. Un cycle PCR. Vous allez voir, il y a un petit peu plus d'étapes pour la technique au complet. Okay. Mais questionnez-vous aussi à savoir les ingrédients. C'est quoi le parallèle qu'on peut faire avec la réplication de l'ADN qu'on a déjà vu? Okay. Parce que c'est ça qu'on imite, dans le fond, dans un tube. La deuxième vidéo, la résolution n'est pas extraordinaire, mais j'aime beaucoup cette vidéo-là parce que ça montre vraiment le phénomène d'amplification d'ADN. Donc, le PCR ou la PCR, c'est ça l'objectif, dans le fond, c'est d'amplifier l'ADN. C'est à ça que ça sert. Donc, le but, c'est d'aller cibler de façon spécifique un gène ou la présence d'un agent infectieux comme un virus, une bactérie par exemple. Et puis ce qu'on cible, c'est un gène chez ces agents infectieux-là. Et puis on le copie en imitant la réplication de l'ADN. Puis on le copie des milliards et des milliards de fois. Donc en l'amplifiant, on est capable de le voir sur gel d'agarose, tout simplement. Okay? Donc ici, on voit très bien dans cette deuxième vidéo-là la réaction exponentielle d'amplification. Et puis, souvent, là, dans les explications du fonctionnement de la PCR, on montre seulement les 3 premiers cycles. Ça me fatigue un petit peu parce que les 3 premiers cycles ne sont pas représentatifs de qu'est-ce qu'on veut faire. Okay? C'est à partir du 4e cycle que ça commence à être intéressant, puis qu'on va vraiment obtenir ce qu'on désire avoir. Qu'on appelle l'amplicon. Okay, donc, ici, ce qu'on démontre, là, c'est la formation de milliards de copies d'un amplicon. Okay, c'est l'ADN amplifié, ça.
le gène amplifié qu'on cherche à avoir. Okay. Donc, on le voit bien dans cette vidéo-là. Le troisième lien, donc, c'est une vidéo en français qui montre un peu le fonctionnement du PCA avec les différents ingrédients. On parle aussi de la notion de qualité et d'un concept qu'on appelle la marche en avant. Okay? Donc, je vais revenir plus tard dans les diapos sur la marche en avant. C'est une technique, une façon de travailler qui est vraiment importante pour s'assurer de la bonne qualité des résultats. Donc, vous pouvez déjà le regarder, puis revenir à cette vidéo-là pour, dans le fond, avoir une explication animée de ce que c'est que la marche en avant, mais je vais le décrire aussi plus tard. Si vous voulez aussi plus d'informations sur les principes de fonctionnement de la PCR, vous pouvez vous référer aux sections Introduction ou Background des protocoles de laboratoire, donc des différentes expériences PCR que vous avez fait ou vous allez faire dans la portion laboratoire du cours. Alors, vous retrouverez là, des explications sur la PCR avec des petits schémas qui expliquent un peu comment ça marche, et puis du texte, qui dit un petit peu d'où ça vient, comment ça a été découvert. Donc, toutes sortes de petites choses comme ça peut être intéressant pour mieux comprendre la technique. Donc, vous allez retrouver ça là, dans le protocole PV92, dans le protocole CSI, donc, qui explique le PCR et la qPCR. Puis, vous allez retrouver ça aussi dans un protocole que vous allez voir plus tard sur la détection des bactéries chlamydia et gonorrhée. Donc, je vous invite à regarder ça, d'essayer de remplir par vous-même la liste des ingrédients, les étapes qu'on retrouve dans un cycle PCR ou dans une PCR. Et puis, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de faire cet exercice-là, puis on se retrouve par après pour valider l'information que vous aurez trouvée. Puis je vais rajouter quelques petites explications. OK, alors après avoir regardé les vidéos, vous avez fort certainement pu identifier des ingrédients. C'est sûr, dans certaines vidéos, ce sont en anglais, mais je vais les écrire en français et en anglais, puisque dans nos protocoles, ça peut être dans une langue ou l'autre. C'est souvent en anglais, en biologie moléculaire. Donc, le premier ingrédient dont on a besoin, c'est un tampon. Okay? Donc, un tampon qu'on appelle en anglais buffer. Okay? Donc, c'est très important de travailler dans un tampon pour imiter les conditions propices qu'il y a à l'intérieur d'une cellule vivante. Le liquide qu'on retrouve dans le noyau des cellules ou le cytoplasme des cellules, c'est des solutions tampons. Okay? Donc, ça veut dire que le pH reste stable. Alors, on travaille à un pH précis, qui est grosso modo un pH neutre, qui est important pour que la solution fonctionne bien. Si on est dans des conditions trop acides ou trop basiques, ça ne fonctionnera pas. Okay? On parlait des conditions d'hybridation, alors ça, c'est pour s'assurer que ce soit là. Une autre chose qui est importante, évidemment, ça, on peut pas l'oublier. Okay? Il va falloir mettre notre ADN qui a été extrait d'un échantillon, d'un spécimen clinique. Alors, extrait, ça peut être, on a vu là, la semaine passée, ça peut être extrait du sang, de n'importe quel liquide biologique, d'un frottis, okay? Notre ADN extrait. Donc, ça, c'est l'équivalent de l'ADN matrice. Okay? Donc, on ne peut pas amplifier de l'ADN si on n'a pas un ADN matrice à partir duquel se fixer. Une autre des choses très, très importantes qu'il ne faut pas oublier de mettre dans la réaction PCR, ce sont les amorces. Alors, il y en a toujours deux. Okay? Il y en a toujours deux amorces. Il y a une amorce sens et une amorce antisens. Okay? Alors, les amorces, ou ce qu'on appelle en anglais les primers, ça, qu'est-ce que c'est? C'est une courte séquence d'ADN qui est désignée pour être spécifique à un gène
qu'on recherche, si on fait du génotypage, par exemple, ou spécifique à une espèce, comme un virus ou une bactérie infectieuse. Okay? Donc, c'est une courte séquence d'ADN artificielle. Okay? C'est de l'ADN fabriqué en laboratoire. Généralement, quand on dit courte, c'est environ 20 nucléotides de long, 20 paires de base. Okay? C'est vraiment pas très, très long. Et c'est suffisant pour que ce soit spécifique. Donc, ça, c'est spécifique à ce qu'on veut amplifier. Alors, on ne peut pas prendre un kit PCR puis espérer faire toutes les expériences diagnostiques avec. Okay? On a besoin d'une paire d'amorces pour chaque détection, pour chaque test qu'on veut faire. C'est vraiment ça qui donne l'aspect unique de cette réaction PCR-là. C'est ça qui dit, dans le fond, c'est quoi notre analyse. C'est qu'est-ce qu'on analyse en ce moment. Donc, les 2 amorces, très, très important. Ensuite de ça, on va avoir besoin d'une enzyme. Alors, on utilise une ADN polymérase okay, pour amplifier de l'ADN ou pour répliquer de l'ADN, on a besoin d'une ADN polymérase. Son rôle va être de synthétiser les nouveaux brins d'ADN. C'est la même chose que dans nos cellules. Qui synthétisera les nouveaux brins d'ADN. Il y a quelque chose de spécial, par contre, avec la polymérase qu'on utilise. On ne peut pas utiliser d'ADN polymérase humaine. La raison pour ça, c'est qu'en faisant la PCR, on va devoir chauffer à haute température. Alors, on a besoin d'une polymérase qui est spéciale. On a besoin d'une polymérase qui est thermorésistante. Alors ça, c'est des enzymes qu'on a extraits de bactéries qui vivent au rebord de volcans. Okay? Donc, leur protéine, ADN polymérase, elle est très, très résistante à la chaleur. Elle ne va pas se dénaturer là, à des températures autour de 95 degrés Celsius, qui est très élevé. Okay? Donc, elle va continuer à fonctionner, même si elle est exposée à une très haute chaleur. Alors, typiquement, on utilise la TAC polymérase, qui vient de l'organisme Thermophilus aquaticus. Thermophilus aquaticus, excusez-moi. Mais il y en existe d'autres sur le marché, là. Mais une polymérase qui est thermorésistante. C'est important que ce soit là. Pour que l'enzyme fonctionne, okay, ça c'est vrai pour toutes les ADN polymérases, on a besoin d'un ion positif qui est le magnésium. Donc, on va mettre dans notre réaction PCR du MgCl2. Okay, donc, c'est pour avoir l'ion magnésium. Et ça permet de faire fonctionner la polymérase. Dans les cellules vivantes, c'est déjà là, ça. C'est présent dans le noyau, donc on n'a pas trop besoin de s'en faire avec ça. Autre chose qui est présent dans les cellules, mais qu'il faut ajouter dans notre tube, c'est évidemment des nucléotides. On ne peut pas amplifier de l'ADN si on n'a pas de nucléotides. Okay? Donc, on les ajoute sous forme de DNTP. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on les appelle. Alors, c'est l'adénine, la guanine, la cytosine et puis de la thymine. Okay, donc, sont déjà là, dans les master mix des kits. Okay, donc, on n'a pas trop besoin de se compliquer la vie avec ça, mais dans certains laboratoires de recherche, il faut faire le mix nous-mêmes. Une autre chose qu'on va retrouver dans la réaction PCR, ben, c'est de l'eau. Souvent, on va ajouter de l'eau, okay, pour être sûr d'avoir un volume final qui est important.
OK, donc, grosso modo, là, quand on achète un kit pour faire des PCR, le tampon, la polymérase, le magnésium, les DNTP et l'eau sont déjà mélangés ensemble dans ce qu'on appelle ce qui va servir à faire le master mix. Okay, donc, dans le super mix. Okay, beaucoup de compagnies vont l'appeler comme ça, un super mix. Donc, c'est déjà prêt. C'est déjà tout mélangé. Nous, il reste à rajouter les amorces. Il faut qu'ils soient ajoutés frais. Okay, donc, je vais mettre un deuxième astérix. Okay, donc, le master mix va contenir les amorces, mais attention, les amorces, il faut les ajouter au master mix le jour même. Okay. Donc, ça, faut faire cette petite étape-là. On ajoute nos amorces. Ça dépend aussi de la quantité de réaction qu'on a besoin. Okay. Parce que les amorces ne sont pas fournies en quantité très, très importante. Okay. Souvent, là, dans les kits qu'on achète, vous avez quelques microlitres, puis c'est juste qu'est-ce qu'il faut pour faire le nombre de tests que la compagnie vous permet de faire avec son kit. Après ça, il faut en racheter. Alors, on les calcule pour être sûr qu'on en ait la bonne quantité. Okay? Donc, le master mix, c'est une notion super importante. Vous en avez fait un déjà en laboratoire pour l'expérience PV92. Okay? Donc, le master mix, c'est tous les ingrédients sauf l'ADN matrice. Okay? L'ADN matrice, quand on fait de la PCR, on appelle ça le template. Okay? C'est comme ça que ça s'appelle dans les expériences de PCR, le template DNA. Okay? Donc, ça, attention, on va se prendre une autre couleur pour ça, là. Ce n'est pas dans le master mix. Très important. OK, donc le master mix, là, c'est tout ce qu'on a besoin pour faire notre PCR déjà mélangé. On en fait un pour notre expérience, pour tous nos patients, pour tous les contrôles. On met ça dans nos tubes. Et après ça, on ajoute l'ADN. Mais là, l'ADN va changer d'un tube à l'autre. C'est pour ça qu'on ne le met pas dans le master mix. Okay? Donc, est-ce que c'est de l'ADN contrôle? Est-ce que c'est l'ADN du patient 1, du patient 2, du patient 3, etc. Okay? Les étapes maintenant. Alors, les étapes d'un cycle PCR. Okay? Donc, vous avez identifié les étapes. Essayez aussi de rajouter, si ce n'est pas déjà fait, peut-être en revisionnant les vidéos, qu'est-ce qui se passe dans chacune de ces étapes-là. Okay, c'est important. Donc, si ce n'est pas déjà fait, je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause puis rajouter pour chacune des 3 étapes d'un cycle que vous avez trouvé, qu'est-ce qui se passe. OK, donc les 3 étapes, on va voir pour commencer la dénaturation. Okay? Alors ça, c'est dans nos cellules vivantes. C'était les licases qui s'occupaient de ça. Okay. Là, c'est bien simple. Dans un tube, on n'a pas besoin d'hélicase. Ce serait compliqué pour rien. On dénature par la chaleur. Okay? Donc, dénaturation par la chaleur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ici, le but, c'est de séparer les 2 brins d'ADN pour que ça devienne simple brin. Okay? Pour avoir des simples brins. Ensuite de ça, notre prochaine étape, c'est l'hybridation.
Qu'est-ce qu'on veut hybrider ici? On veut hybrider les amorces. Sur les brins d'ADN. Alors, les amorces vont aller trouver la séquence qui est parfaitement complémentaire dans les simples brins d'ADN et on va abaisser la température pour être à la température optimale d'hybridation. Les amorces vont se coller de façon spécifique au bon endroit. Alors, c'est quoi le but ici? C'est que les amorces s'hybrident de manière spécifique. Sur l'ADN. Les amorces hybridées vont former des petites régions double brin. Et c'est là que ça devient important pour notre dernière étape, qui est l'élongation. Peut-être que vous vous souvenez, dans la cellule vivante, les amorces y étaient là aussi. Okay? Donc, dans les cellules vivantes, on avait l'ADN polymérase 1, place des amorces d'ARN lors de la réplication de l'ADN. Hein? Sur l'ADN, dans les cellules. Alors, ces amorces-là sont importantes. Dans le vivant, c'est important, mais dans notre tube aussi, c'est important. Parce que cette petite région-là de double brin, c'est ça qui permet à l'ADN polymérase de s'accrocher. Alors, l'élongation, c'est que notre ADN polymérase s'accroche sur l'ADN double brin. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait ensuite? Bien, elle polymérise. Okay? Donc, elle synthétise un nouveau brin. Et attention, on se souvient, il y a un seul sens dans lequel on peut faire ça. Toujours 5' vers 3'. Toujours, 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 toujours. Okay? Donc, l'amorce doit être à l'extrémité 5'. L'ADN polymérase s'accroche dessus, puis là, est capable de compléter jusqu'au bout, jusqu'au 3' de l'autre extrémité. Puis ensuite, ben, quand elle arrive au bout, elle décroche, tout simplement. Okay? Donc, dans la cellule, c'est la même chose. Okay? Donc, c'est la même chose exactement dans la cellule vivante quand on fait la réplication de l'ADN. On n'utilise pas exactement la même ADN polymérase, mais le fonctionnement est exactement le même. Okay? Donc, on voit ici un peu, le PCR va se répéter en plusieurs cycles. Okay? Donc, on commence avec notre DNA template, okay, qui est ici. Okay? On le dénature, on sépare les deux brins. On ajoute les amorces. Okay? Donc, on le voit ici. On peut mettre les extrémités. Si la polymérase fait l'élongation dans ce sens-là, ça veut dire qu'ici, c'est 5', puis ici, c'est 3'. Même chose en bas. Okay? De l'autre côté, c'est antiparallèle et complémentaire. On est capable de savoir le sens. Okay? Ça, c'est toujours important, le sens. Ensuite de ça, on fait l'élongation. Donc, on synthétise, tout simplement. Et puis, après ça, ça recommence. Les cycles se succèdent. Je reviens sur la diapo précédente. Là, ça, c'est pour un cycle PCR. Mais les étapes de la PCR, il va y avoir une petite étape supplémentaire au début. OK? Donc, on va toujours faire une dénaturation
initiale à un petit peu plus longue. Okay? Parce que quand on commence, initiale, okay? Quand on commence notre PCR, c'est de l'ADN, très gros ADN, là, de l'ADN génomique, l'ADN d'un humain. Okay? Donc, avec tous les chromosomes, c'est des très, très longues molécules. Pour les dénaturer, bien, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'elles sont très longues. Après ça, quand on arrive dans nos cycles, les bouts qu'on veut dénaturer sont tout petits. Alors, ça prend beaucoup moins de temps. C'est juste l'amplicon qu'on veut dénaturer après. C'est pas très long, ça, en comparaison. Donc, on fait toujours une dénaturation initiale. Puis, à la fin, okay, on va terminer avec une dernière étape d'élongation finale à la fin. Donc, on va laisser à la bonne température pour l'élongation, un petit peu plus de temps, juste pour être sûr là, que tous nos amplicons soient finalisés. Okay? Donc, c'est des petites étapes là, qu'on fait avant et après pour être sûr que ça marche bien. Juste noter peut-être les termes anglophones. Dénaturation, c'est la même chose en anglais. Hybridation, en anglais, on va appeler ça annealing. Okay, donc, vous allez peut-être voir ça, la phase d'annealing, c'est pour l'hybridation. Et l'élongation, on peut utiliser plusieurs termes. En anglais, souvent, on va parler de extension. Ça peut être aussi elongation. On peut voir des fois synthèse. Okay, donc, c'est toute la même chose, là. On pourrait voir ça. Synthèse, polymérisation. Okay, c'est toutes des synonymes. Vous utiliserez celui que vous voulez. Pour moi, ça veut dire la même chose. Okay? Donc, il existe plusieurs façons de dire la même chose. Voilà pour le fonctionnement du PCR. La partie qui nous reste à voir, c'est sur les bonnes pratiques pour faire le PCR. Alors, si vous voulez, vous pouvez pauser puis revoir la dernière partie de la vidéo un petit peu plus tard si vous avez besoin de prendre une pause. Donc, les bonnes pratiques dans le PCR, dans le fond, on va juste regarder ensemble qu'est-ce qui est important de faire quand on prépare une réaction PCR. Donc, vous avez probablement déjà pratiqué ça en laboratoire. C'est très important de travailler sur une surface qui est propre. Et quand on veut dire propre, ça veut dire surtout qu'il n'y a pas d'ADN sur les surfaces, qu'il n'y a pas d'ADN sur nos types, sur les choses qu'on va manipuler, okay? Parce que ça pourrait contaminer la PCR. Okay? Donc, si on a de l'ADN d'une expérience d'avant ou d'un autre patient, bien là, on n'aurait pas un bon résultat s'il se retrouve dans notre tube. Okay? Fait que le but, là, c'est d'éviter la contamination. On va avoir des trucs aussi pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination. Une autre chose qu'on veut éliminer, c'est les DNase. Oh, excusez-moi. Okay, donc, les DNase, ça, on en a sur les doigts. Il y en a naturellement aussi quand on fait une extraction d'ADN, si on n'a pas inhibé les protéines. Okay? Donc, c'est ça, bien, ça dégrade l'ADN. On ne veut pas que ce soit là. Okay? Donc, on nettoie. Alors, pour nettoyer bien comme il faut notre surface, on va utiliser généralement du Javex, de l'eau de Javel. Okay? C'est une des meilleures façons. On recommande dans certains protocoles d'aller du 10%. Le 6% fonctionne très bien aussi. Ça va détruire, dégrader. Okay? Donc, vraiment dégrader, défaire en petites miettes l'ADN qui est déjà là. Puis, en nettoyant comme il faut, okay, on utilise aussi au laboratoire un désinfectant. Okay, donc, à base d'alcool, pour que tout soit super propre. On porte des gants, un sarrau propre. Et en biologie moléculaire, là, c'est tout le temps bien, bien propre partout. Okay, donc, on s'assure que notre surface n'est pas encombrée non plus par quoi que ce soit. Okay, donc, c'est vraiment les bases là, pour bien travailler. Ensuite de ça, on va préparer un master mix. Okay? Donc, le master mix, c'est tous les ingrédients, sauf l'ADN template. Okay? Donc,
Parce que ça va varier d'un tube à l'autre. Fait qu'on mélange notre master mix. Pourquoi on fait un master mix? Okay. Donc, le but, c'est d'être reproductible. Imaginez toute la liste d'ingrédients qu'on a vue tantôt, là. Et souvent, là, quand on regarde, il y en a combien par réaction, là? Si on regarde, par exemple, l'enzyme, ADN polymérase, ça coûte cher, les enzymes, hein? Il y en a combien par tube? Des fois, c'est quelque chose comme 0,1 microlitre ou 0,2 microlitre. On n'est pas pour pipetter ça dans chacun de nos tubes. C'est très, 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 très long. Okay? Donc, puis comme c'est des tout petits volumes, à chaque fois, on a une erreur, un risque d'erreur qui est très élevé, vu que c'est des tout petits volumes. Donc, on pipette une fois un plus gros volume pour une quantité qu'on a calculée pour toutes nos réactions. On mélange ça comme il faut, puis ensuite, on met ça dans nos tubes. Donc là, on est sûr que nos concentrations sont pareilles d'un tube à l'autre. Le master mix, le master mix, il est vraiment important aussi pour s'assurer qu'on n'ait pas de contamination. Okay? Donc, vérifier l'absence de contamination. Donc, on fait juste un mix, on le met partout. Puis ensuite, on fait un contrôle négatif avec le même liquide qui est utilisé dans tous les tests. Okay? Donc, si jamais notre contrôle négatif, il nous donne un résultat positif, ça veut dire que notre master mix il est peut-être contaminé. On jette tout puis on recommence. Okay? Donc, on vérifie l'absence de contamination. Une autre raison vraiment pertinente pour laquelle on fait ça, ça sauve beaucoup de temps. Et si on a 25 patients, on a 25 tubes plus les contrôles à préparer. En faisant un master mix, on pipette juste une fois nos ingrédients, puis après ça, on les met dans les tubes, plutôt que de pipetter 6 ingrédients à chaque tube. Okay? Donc, ça sauve beaucoup, beaucoup de temps. Alors, le master mix, c'est bien important. On travaille toujours avec ça. Le contrôle négatif, le but du contrôle négatif, c'est de vérifier l'absence de contamination. L'absence de contamination par de l'ADN contaminant. Okay? Donc, si on a une bande qui apparaît dans notre contrôle négatif, si on a un résultat positif, ça veut dire que notre master mix est contaminé ou qu'on a contaminé en travaillant. C'est-à-dire qu'on n'a pas bien travaillé, en fait. Okay? Donc, on jette tout puis on recommence. Si notre contrôle négatif est vraiment négatif, bien là, on est confiant de la validité de nos résultats. Okay? Donc, c'est pour valider les résultats. C'est un contrôle de qualité. Okay? Donc, c'est le contrôle de qualité. Dans la PCR, il y a plusieurs façons de faire des contrôles négatifs en diagnostic biomédical. Okay? Disons que le plus simple, okay? Donc, une façon, c'est de mettre le master mix, okay? Donc juste MM. Ou dans les labos, on utilisait aussi des fois MMP, master mix avec les primers. Okay? Donc, P, c'est pour primers. Donc, on met le master mix plus de l'eau, biologie moléculaire. Pour avoir le bon volume final, hein? Il faut avoir le même volume que dans les autres tubes. Sinon, il existe d'autres types de contrôles négatifs. Okay? Donc, si on fait un test de détection, okay? Donc ça va être pour la détection de micro-organismes. Ça va être de l'ADN humain. Sain, okay? Donc qui est pas malade. On utilise dans les tests de détection des contrôles pour valider qu'on a vraiment réussi à extraire l'ADN de nos échantillons de patients. Okay? Donc, dans un génotypage, tout le monde a un génotype.
Okay? Donc, on va avoir des bandes. Puis, on s'attend à ne pas en avoir dans un contrôle négatif. Okay? Fait que ça, ce serait plus pour du génotypage. Tandis que quand on fait une détection de micro-organismes, mais tous les patients ne sont pas nécessairement infectés. Là. Il y en a qui ne seront pas infectés. Alors, on va toujours amplifier une bande humaine, puis la bande de notre micro-organisme infectieux. Fait que dans notre contrôle négatif, on veut voir cette bande d'ADN-là humain, mais on ne veut pas voir le micro-organisme. Dans notre contrôle positif, mais on veut voir les deux bandes. Okay? Donc, c'est une autre façon de faire. Vous allez le voir, ça, dans le kit Clam-Gono, ce principe-là. Okay? Sinon, pour l'instant, si vous comprenez l'idée qu'on met de l'eau biologie moléculaire dans notre contrôle négatif, qu'on veut qu'il n'y ait rien amplifié, c'est super. Okay? Donc, on fait aussi un contrôle positif, très, très important. Donc, contrôle positif, bien, c'est on met carrément le template DNA. Okay? Juste peut-être revenir en arrière. Là, ici, là, l'eau biologie moléculaire, là, ça remplace le template. Okay? Ou l'ADN humain, qui est le template. Okay. Donc, le template DNA pour notre contrôle positif, mais ça va être l'ADN qui possède le gène qu'on recherche. Le gène qu'on veut amplifier. Okay, donc ça, on s'attend là, à ce que sur nos résultats, bien, on ait ce fragment-là d'ADN en grande quantité. Quel est le but du contrôle positif? Le but, c'est de vérifier que la réaction PCR fonctionne. La semaine passée, je vous avais parlé dans l'extraction d'ADN qu'il faut faire attention qu'il ne reste plus d'alcool parce que l'alcool inhibe les réactions PCR. Okay? Donc, ça pourrait être une raison pour laquelle, par exemple, on fait une expérience, puis là, tous nos patients sont négatifs. Sont-ils vraiment négatifs? S'il n'y a pas d'amplification, là, nulle part. Est-ce que tous les patients sont vraiment en santé? Ou alors, c'est notre réaction PCR qui n'a pas fonctionné. Il faut le savoir, ça. Alors, on fait un contrôle positif. Ça aussi, c'est du contrôle de qualité. Il doit y avoir une bande. Si le contrôle positif fonctionne, on est confiant que notre master mix, il est bon, que ce n'est pas contaminé. Et puis, on peut se fier aux résultats qu'on a. Si, par contre, on n'a rien dans le contrôle positif, ben, on a peut-être oublié de mettre quelque chose dans le master mix. Donc, ou il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a peut-être une panne électrique, puis les cycles ont arrêté, toutes sortes de choses comme ça. Okay? Donc, on doit recommencer encore une fois. Le concept de la marche en avant, qu'est-ce que c'est ça? Okay? Donc, ça, c'est pour éviter la contamination. Okay? C'est ça le but. Qu'est-ce que ça veut dire, la marche en avant? Ça veut dire qu'on va, dans le laboratoire, avoir des espaces de travail séparés. Dans le contexte pédagogique, comme on est beaucoup dans le lab, on fait plein d'expériences différentes d'une semaine à l'autre, on ne peut pas vraiment faire la marche en avant. Mais dans un milieu de travail, la marche en avant, c'est très important. Donc, il y a des espaces dédiés dans le laboratoire qui ne servent qu'à une seule chose. Par exemple, on va avoir un espace pour faire les extractions d'ADN. On fait juste ça à cet endroit-là. Okay? C'est un bench, c'est une place, un bout de comptoir qui sert à faire ça. Avec les pipettes qui restent là pour faire ça, avec le matériel. Okay? Ensuite de ça, on va avoir un espace dédié avec des pipettes dédiées qu'on appelle pré-PCR. Okay? Donc, il y a même des pipettes dédiées, des micro-pipettes qui ne font que ça.
pré-PCR. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On prépare le master mix et on met l'ADN template. Je vais vous montrer une photo, donc dans quelques instants, là, d'une enceinte PCR. Les labs qui ont le moyen de se le permettre ont des enceintes PCR pour l'espace pré-PCR. Puis ensuite de ça, on a un autre espace différent qu'on appelle post-PCR. Alors, l'espace post-PCR, là, ça, c'est là où on va, par exemple, préparer le gel d'agarose, où on va ouvrir les tubes PCR après les cycles. Gardez en tête que quand on sort un tube PCR de la machine après avoir fait tous les cycles, il y en a de l'ADN dedans. C'est quelque chose. Okay? Fait que quand on ouvre le petit tube, il peut y avoir beaucoup de contamination d'ADN dans l'espace autour. On ne veut pas préparer un PCR au même endroit où on a ouvert des tubes post-PCR. C'est plein d'ADN. Ça risque de contaminer nos expériences. Okay? Donc, l'espace post-PCR, ça, c'est pour ouvrir les tubes puis faire les gels. Okay? Puis faire les gels d'agarose. Car l'ADN ici, là, il est amplifié, mais pas à peu près, là. Okay? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a extrait. Vous avez vu, hein, sur gel, l'ADN extrait, on le voit à peine ou on le voit même pas. Quand on fait un PCR, on le voit. Ça peut faire des méchantes grosses bandes après un PCR. Okay? Donc, l'ADN est amplifié. Beaucoup amplifié. Okay? Donc, ça, c'est un risque de contamination. C'est pour ça qu'on a un espace juste pour ça. Okay, alors, dans une journée de travail, on va commencer toujours par extraire notre ADN, aller travailler dans l'espace pré-PCR. Ensuite de ça, on met ça dans les machines. Puis après ça, on s'en va en espace post-PCR. Jamais on va prendre les tubes puis les ramener dans des espaces précédents. Okay? D'où le principe de la marche en avant. On s'en va par là. On ne peut pas revenir en arrière avec les produits. Jamais, jamais. Okay? Puis si on est en train d'ouvrir des tubes PCR qui sortent de la machine, on ne va pas se promener dans la région pré-PCR pour aller chercher une pipette qu'il y a là. Okay? Ça, c'est sûr que ça va contaminer par après. Donc, l'espace pré-PCR, ça peut être une enceinte PCR. Donc, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Okay? Ça a l'air d'une petite boîte de plastique, dans le fond, mais qui est toute jolie, toute installée, puis il y a des lampes UV. Donc, je vous montre ici une image d'une enceinte PCA, okay, benchtop. Alors, on a, ici, c'est ouvert. Okay, donc, je ne peux pas écrire là-dessus. En bas, là, l'espace en bas, c'est ouvert. Puis en haut, on a une vitre, okay, juste pour ne pas postillonner dans nos échantillons, grosso modo. Les pipettes restent dans l'enceinte. On a notre petite mini-centrie qui va rester là aussi. Fait qu'on amène nos tubes. Et puis, on fait notre expérience pré-PCR, puis ensuite, on s'en va dans la machine. Entre chacune des expériences, on va allumer les UV. Il y a des lampes UV en haut. Et les lampes UV, dans le fond, vont dégrader l'ADN qui pourrait être contaminant. Ça fait la même chose que l'eau de Javel. Okay? Donc, on peut le mettre là, dans nos notes. Ici même, dans la décontamination, là, ça peut être une décontamination UV aussi. Okay? Donc, dans les enceintes PCR, c'est ça qu'on utilise. Ça marche super bien. Okay. Donc, c'est tout pour les explications. Vous avez directement dans le document 4 exercices, okay? Donc, qui commencent ici. Donc, vous avez les exercices ici. Alors, je vous invite à essayer de les faire du mieux que vous pouvez. Ça se peut qu'il y en ait qui soient un peu plus difficiles que d'autres, puis c'est correct, c'est pas grave. Si jamais vous n'êtes pas trop sûr comment faire, vous pouvez aller voir le corrigé.
Et puis, si en regardant le corrigé, c'est pas beaucoup plus clair, je vais préparer une autre courte vidéo qui explique comment résoudre ces problèmes-là. Puis, il y aura une évaluation la semaine prochaine pour la compréhension sur le fonctionnement du PCR. Donc, c'est tout pour la PCR. Je vous souhaite une belle semaine.